Bonsoir et bienvenue à la Tablée politique. Au menu ce soir, nos panélistes exposeront leur point de vue sur 3 sujets. La culture québécoise est-elle en crise? Avons-nous encore les moyens de l'État-providence? Les huées envers l'hymne national américain. Il me fait plaisir de vous présenter à nouveau mon panel composé de 4 passionnés de politique. Marie-André Bonneau, Marlène Cordato, Ramès Ayoub et Charles-Éric Gionnet. Bonne émission! Débutons avec notre premier dossier. La culture québécoise est-elle en crise? La crise qui ébranle en ce moment le milieu culturel québécois mérite qu'on s'y intéresse. L'annonce du prochain budget 2025-26 de Québec approche et la grogne monte dans le milieu culturel. Concrètement, les artistes demandent au gouvernement Legault de porter à 200 millions les crédits alloués au Conseil des arts et des lettres du Québec qui assure le financement de la recherche, de la création, de la production et de la diffusion artistique. En 2024-2025, le calque disposait d'un budget de 160 millions de dollars et en 2023-2024 d'un budget de 161 millions de dollars. Alors, la première question, tu sais, Marie-André, selon vous, est-ce que les artistes de chez nous ont raison de faire pression sur le gouvernement pour qu'il hausse le budget de la CAQ? Bien, tout d'abord, je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que la culture, elle n'est pas quantifiable au niveau économique. C'est souvent le premier à être coupé parce qu'il n'y a pas de rentabilité financière, mais pourtant, c'est tellement important. La culture, c'est la base de notre identité. La culture, c'est quelque chose qui fait avancer la fierté d'un peuple. Puis plus que jamais, aujourd'hui, on a besoin de la culture. Donc, j'espère que les gouvernements vont prendre ça en considération dans leur choix du budget déposé au 31 mars. Ceci étant dit, la crise de la culture en ce moment, elle est générée par la conjoncture de 2 choses, c'est-à-dire le manque de financement, puis bon, pendant la pandémie, il y a eu des financements sporadiques qui ont été émis pour pallier à la culture qui changeait, mais ça fait une décennie qu'on est dans la recherche d'un nouveau modèle d'affaires pour la culture. Les utilisateurs, les spectateurs ne sont plus à la même place qu'ils étaient il y a 10 ans. Moi, j'ai fait partie des tables de découvrabilité des contenus francophones en 2015. Mine de rien, 2015, c'est il y a une décennie. Et puis, il y a une décennie, on parlait déjà que les gens avaient fui les plateformes traditionnelles. Ils n'étaient pas nécessairement à consommer le contenu culturel québécois. Puis c'était déjà une problématique il y a 10 ans. Donc, 2015 à 2025, on a vraiment avancé dans la problématique, puis on est vraiment rendu très loin dans cette problématique-là. Donc, moi, en fait, mon souhait à travers ça, ça serait que les gouvernements investissent des sommes financières, vous l'avez dit, dans les plateformes de diffusion, mais dans des alternatives de nouveaux modèles d'affaires. On essaye de s'insérer dans une culture qui est maintenant ouverte de façon mondiale, mais il y a une concertation des contenus francophones qui doivent avoir lieu, qui doivent se tenir. Puis ça, c'est très difficile en ce moment à soutenir parce que les financements ne sont pas nécessairement dédiés à ces nouveaux modèles d'affaires-là. Est-ce qu'il y a un autre intervenir? Charles-Éric. Bien, je vais citer, puis ça va être en complément, mais je pense qu'il y a moyen d'aller trouver le retour sur investissement en culture. Je vais citer le rapport d'études sur les impacts socio-économiques des diffuseurs. Puis là, cette étude-là est disponible aussi dans Le Devoir, il y a un article qui est paru récemment. On parle de diffuseurs de Mont-Laurier jusqu'à Longueuil. Donc, c'est quand même une étude assez exhaustive. Et ce qui est dit, c'est que pour la moyenne salariale d'un diffuseur qui est environ de 600 000 c'est 1,2 million qui est investi avec les clients. Donc, un client, ça va être les artistes d'ici. 36 % de ces clients-là, des diffuseurs, c'est des artistes qui sont locaux. Pour chaque dollar investi, c'est 1,2 $ qui est revenu directement dans les poches des citoyens. Donc, c'est un investissement au même titre que le sport avec des infrastructures. Ça génère une économie qui est vivante. Le dollar moyen par client pour un spectacle, c'est 60 $ qui est dépensé pour un soir, excluant le billet. Là, on parle de bar, on parle de restaurant. C'est souvent des impacts qu'on ne voit pas dans des milieux qui sont dévitalisés. Bien, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de théâtre, il y a pas il y a une vie culturelle qui est un peu négligée. Puis à l'inverse, dans des milieux qui se sont développés de ce côté-là, bien, ça fait une fierté. Puis il y a quand même un achalandage qui est accru. Les restaurants fonctionnent mieux, les bars fonctionnent mieux. Fait que c'est pas une dépense. Moi, je le vois comme un investissement économique qui est rentable
mais qui est peut-être moins d'envergure que d'autres sports professionnels de ce monde. Tout à fait, Marlène. Bien, effectivement, je pense que les artistes ont raison de demander plus de financement. Les subventions actuellement là, à la mission pour les organismes culturels, ils ont reçu à partir de 2024, en tout cas, ils ont été annoncés que le montant de la subvention serait équivalent à la subvention qu'ils recevaient en 2019. Alors, c'est un recul de 5 ans pendant que les prix continuent à monter puis que l'achalandage diminue. Fait que clairement, notre culture, ça repose sur les gens qui la font, la culture. Mais il faut les soutenir si on veut avoir une culture qui est vivante puis qu'on puisse la promouvoir partout. Alors, il y a vraiment... les gouvernements ont sabré dans les budgets. Ça n'a pas nécessairement paru pour tout le monde, mais c'est la même chose au Conseil des arts et des lettres du Canada. Le budget, ils ont sabré dans le budget, ils ont changé les façons de faire. Alors, c'est plus difficile pour les artistes d'avoir accès à des sommes d'argent pour continuer à faire leur métier, à vivre de leur art, puis à nous faire, bénéficier de la culture de chez nous. Si on ne les soutient pas, on n'aura pas de culture. Tout à fait. Ça, c'est un bon point. Le ratio entre revenus-dépenses, on a fait notre part, on a soutenu des artistes, ils ont grossi. Maintenant, ils demandent des cachets plus élevés. Mais les revenus pour les diffuseurs puis les villes pour organiser des spectacles sont toujours les mêmes. Mais on ne peut pas se payer ces artistes-là. On essaie d'en monter d'autres parce que là, ça devient un peu plus... C'est le privé qui s'en occupe, c'est des grosses salles. Ça génère moins d'attractivité, il y a moins de revenus à la base. Là, c'est un petit peu ça. Là. Le ratio doit être rééquilibré. Puis ça veut dire, là, il faut suivre un peu. Là, les coûts ont augmenté, les cachets augmentent significativement. C'est assez important. Peut-être aller dans un, si je peux me permettre, là, un petit côté où... Tout le monde cherche à avoir plus de budget. Hein? C'est ça. Je connais pas personne qui dit « Ah, ben là, on va y aller avec un budget de 2019. » Il n'y a personne qui est content avec ça. Alors, quand on regarde les demandes, ben on parle d'un 25 d'augmentation année sur année, là, ce que le Conseil des arts demande. Ben oui, les frais ont augmenté, oui, tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a peut-être justement le modèle d'affaires et la façon de remettre ces sommes et de dépenser ces sommes-là et peut-être à revoir. C'est pas la même chose que la diffusion et l'attrait vers les spectacles est différente dans le sens où le Québec, ben, on est différent. Hein? On a une identité qui est différente par rapport à tout ce qui se passe au reste de l'Amérique du Nord. Alors, il faut la souligner, il faut l'entretenir, mais ça appartient au gouvernement à faire ça, mais ça appartient aussi aux Québécois à faire ça. Les Québécois ont une part importante, puis je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent, où nous-mêmes, individuellement, on a des choix à faire sur qu'est-ce qu'on va aller voir, qu'est-ce qu'on va encourager. Parce qu'on peut supporter un film québécois, mais s'il n'y a personne qui va le voir, ben, c'est-à-dire on a supporté à la production du film, mais les revenus qui devraient en découler ne sont pas au rendez-vous. Alors, on va tourner en rond comme ça très longtemps. Alors, ça c'est un aspect, je pense qu'il faut que nos téléspectateurs puissent soient conscients de tout ça. Vous parliez du modèle d'affaires. Quel serait le modèle d'affaires idéal à ce moment-là? Est-ce que le privé peut investir davantage, soit par les commandites, soit par des fondations aussi? Là, en fait, Michel, au niveau de la culture, là, il y a quand même un bon montant d'argent. Est-ce qu'on peut revoir la façon dont il est réparti? Ça, c'est une chose. Pour les artistes, il y a le CALC, lui, il va subventionner les artistes et les projets artistiques. C'est ce qu'il va soutenir, alors que la SODEC, elle va soutenir les entreprises culturelles et les OBNL. Alors, est-ce qu'on peut faire ça différemment? On m'a donné l'exemple un spectacle de musique classique ou de musique pop. Bien, la musique pop, elle va être financée par la SODEC, alors que la musique classique, le spectacle va être financé par la CAD. C'est un peu compliqué, en fait. Là. Est-ce qu'on est capable de démystifier ça, de prendre toutes les sommes d'argent, puis de les répartir pour qu'il y en ait suffisamment pour soutenir nos artistes? Et on est dans la gouvernance. Oui. Ce qui est fascinant, puis à la limite alarmant, ça, on le voit même avec l'achat local, c'est quand il arrive des situations de crise où on se dit « Hey, ça serait le fun de soutenir l'économie locale. Vous voyez ce qui se passe, encourager moins les produits qui viennent d'étrangers. » Les gens se rendent compte que oui, c'est vrai, c'est important. La culture est en crise. Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je consomme du contenu québécois. C'est aider un peu chez nous.
Mais on est tout le temps devant la dernière minute, puis c'est pas un réflexe qui devient. Trouver une façon que ça devienne quelque chose de routinier, de consommer culture, produits locaux. Il faut que ça soit facile. Exactement, mais sur les tables de découvrabilité des contenus francophones, là, en 2015, là, c'est ce qu'on parlait le plus, c'est la loi du premier clic. Ouais. Tu sais, sur nos manettes de télévision, quand on achète une nouvelle télévision, aujourd'hui, on a un bouton Netflix puis on a un bouton Prime. Mais peut-être qu'il faudrait que les gouvernements imposent la loi du premier clic aussi pour les contenus qui nous ressemblent puis des contenus de chez nous. Proposerait un bouton TVBN? Exactement. J'aurais pas osé aller là, mais je pense que c'est une excellente idée. Ben, merci pour ce premier segment. Merci. Passons au dossier. Avons-nous encore les moyens de l'État-providence? Depuis plusieurs années, nos gouvernements accumulent des déficits relativement importants. Plusieurs analystes remettent en question l'État-providence au Québec par le fait que l'État occupe une place importante dans notre société, notamment par l'ajout de programmes avec des objectifs louables qui se traduit par l'augmentation des dépenses publiques. Cependant, d'autres expriment le souhait d'accroître notre richesse collective pour arriver à se payer des services publics de qualité. L'heure des choix douloureux au Québec a sonné. Alors, la première question, avons-nous encore les moyens, Marlène, de notre État-providence actuellement? Est-ce qu'on a les moyens de ne pas le faire? Ouais. En fait, c'est ça la question, parce qu'on s'est doté de services et si on veut en couper, qu'est-ce qu'on va choisir? Je pense que la question, c'est pas de... Je pense qu'il faut revoir notre fonctionnement, il faut revoir de la façon dont on finance, il faut revoir toute la bureaucratie qui vient alourdir notre fonctionnement et qui ne nous permet pas de donner le service qu'on souhaite donner comme on veut le donner. Alors, quand on se compare, on se console parce qu'on voit qu'on est bien servi. Maintenant, on peut faire certainement mieux au niveau du financement et de la façon dont on donne le service. Fait que, assurément qu'il faut continuer à donner du service, mais il faut changer nos façons de faire parce qu'on s'en va dans le mur. C'est ça. En fait, il y a de ça un demi-siècle, on s'est dit en tant que société qu'on allait soutenir dans notre société l'éducation et la santé comme priorité. C'est une réussite sociétale, là, dans le sens que c'est ce qu'on veut, c'est dans ce genre de société-là qu'on veut grandir. Maintenant, aujourd'hui, 50 ans plus tard, l'État-providence, est-ce qu'elle répond aux besoins? Assurément que les besoins ont changé. L'article dans la presse qui référait à plein de données statistiques par rapport à l'État-providence nous disait qu'en 1990, une école secondaire de 1000 étudiants avait besoin de X nombre de profs et puis d'un soutien quelconque, et puis c'était tout. Aujourd'hui, il y a 30 des étudiants qui ont des plans d'intervention. Il faut aussi des orthopédagogues, du soutien, des orthophonistes, des TES. Il faut soutenir toute une communauté. Donc, les besoins ont quadruplé depuis les 30 dernières années. Donc, est-ce qu'on a encore les moyens de soutenir cet État-providence-là? Je me pose sincèrement la question. Par contre, dans quel genre de société on veut continuer à évoluer, c'est assurément l'accessibilité à la santé et à l'éducation, comme on l'a défini il y a 50 ans. Mais il va falloir trouver des nouvelles façons de réfléchir ces structures-là, puis de mieux desservir ces besoins-là, assurément, parce que là, ça craque de partout. Là. On peut pas nier le fait que ça craque de partout. Bien, l'idée du concept d'État-providence vient d'un constat qui est simple, c'est seul l'État est en mesure de rétablir les équilibres fondamentaux. J'avais une rencontre avec la ministre des Finances hier, puis une des questions qui a été posée, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les tarifs? Il y a des entreprises qui posaient la question, il y a beaucoup de nervosité. Puis le ministre des Finances disait candidement, écoutez, ces entreprises ne peuvent plus investir, ne peuvent plus rivaliser. C'est le rôle de l'État d'investir puis de trouver une façon de rétablir l'équilibre jusqu'à temps qu'on va sortir de la crise. Donc, cet État-providence-là est nécessaire. Par contre, je me joins à mes deux collègues, ça nous prend un retour sur investissement. Je pense qu'il y a une perte de confiance parce que l'utilisateur ou le payeur de taxes se dit « Je pense que j'ai des alternatives, c'est en plus de payer pour mes services publics, j'ai envie de payer pour des services privés pour avoir du privé, du rapide, de l'efficace. » Il faut trouver une façon d'optimiser ces services-là puis de redonner confiance aux gens puis de se dire « Bien, finalement, on a fait des bons choix. »
mais il y a peut-être moyen de faire mieux. On a beaucoup de bonnes intentions hein, dans la vie, et pavé de bonnes intentions, comme on dit, une expression, mais en même temps, le courage politique et le courage économique de dire on choisit et où on va choisir et qu'est-ce qu'on va pouvoir couper en disant, ben là, l'État-providence, c'est derrière nous, puis on veut faire différemment. Puis c'est là où la réflexion doit avoir lieu un peu plus profondément pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'un côté économique pour générer de la richesse, mais c'est ça, pour pouvoir pallier à un manque à gagner, finalement. Et ce que les gouvernements font, là, ce que tu dis, Charles-Éric, c'est effectivement, c'est d'essayer d'équilibrer le tout dans des moments où on est en creux de vague. Ouais. Alors là, on s'enligne vers un creux de vague éventuel. Alors, les gouvernements doivent intervenir, puis c'est bien qu'ils soient là. Mais je pense qu'on doit continuer à générer le succès d'un État-providence et peut-être se comparer à d'autres États-providence qui ont bien réussi, qui ont su passer à travers des troubles économiques. Donc, c'est un peu ça. Mais alors, on n'est pas contre l'État-providence. Je ne pense pas qu'il y a personne qui est contre l'État-providence. On est contre les mauvais services qui ne sont pas à la rencontre de ce que la promesse d'un État-providence est supposée donner. Je pense qu'on doit revoir notre modèle, notre façon de faire. La Suède l'a fait. Ouais. Ils ont tout repris du début sans... Re-questionner un par l'autre. Tout re-questionner. Ils n'ont pas annulé de service. Non. Et aujourd'hui, ils sont mieux positionnés que nous, ils ont une meilleure productivité que nous, et ils offrent encore autant de services que nous. Ouais. Alors, je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux. On regarde Elon Musk avec son projet Doge qui, honnêtement, est fait avec comme un bulldozer, mais en même temps, on regarde ça d'un côté puis on dit, peut-être que dans la bureaucratie, on a un petit sourire en coin, là, parce qu'on est content quand il y a des étapes qui sautent, là, puis il y a des difficultés qui sont enlevées. Alors, ça, je pense qu'on a un ménage à faire, on doit revoir, mais on va assurément continuer dans l'éducation, dans la santé, dans les CPE pour permettre aux femmes de travailler. Ça, c'est quand même, là, c'est un acquis, mais c'était quand même révolutionnaire il y a plusieurs années. Alors aujourd'hui, jamais on reculerait, là, on ne permettrait pas aux femmes de ne pas retourner sur le marché du travail. Alors c'est plein de choses comme ça qu'on fait. C'était révolutionnaire, les CPE, mais au Québec, c'était révolutionnaire il y a quelques années. On était vraiment à l'avant-garde, mais c'était pas comme ça partout dans le reste du Canada. C'est assez récent, c'est dans un horizon là, très court. Là. Donc, on aime ça être copié quand on a des bonnes idées. Et ça, c'est efficace parce que ça l'a été. Et la productivité a monté. Il y a eu des bénéfices qui ont été économiquement rentables. Alors donc, c'est possible de le faire. Maintenant, c'est à nous, au gouvernement, à s'asseoir. Puis je pense qu'il faut comme défaire les morceaux et les remonter en étant capable de donner les services puis enlever un peu là, tout ce qu'il y a dans la machine qui l'empêche de fonctionner. L'État-providence sera toujours là, mais arrangeons-nous qu'il ne soit pas obligatoire, lourd et coûteux, puis ça va légitimer son action. Je vais citer, j'aime ça faire des petites citations. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, je m'en voulais. On s'en est mis. Le plus grand soin d'un bon gouvernement devrait être d'habituer peu à peu les peuples à se passer de lui. Ça vient d'Alexis de Tocqueville, qui étudiait la démocratie en Amérique, ce Français, souvenons-nous. Et puis, sa réflexion était il ne faut pas que la démocratie ou l'établissement gouvernemental devienne obligatoire et monarchique devant le peuple et que le peuple n'ait pas le choix de se tourner vers lui pour tout et rien. Mais c'est un peu cette mentalité qu'on devrait se dire, s'il y a moins de bureaucratie obligatoire, moins de formulaires, si on est capable de déréglementer une facette ou deux dans le système de santé, qu'on n'ait pas à aller chercher un billet de médecin qui nous donne le droit d'aller chercher des services de physiothérapie ou d'aller à une pharmacie pour avoir une prescription qu'on a renouvelée 50 fois, mais que cette fois-ci, on ne peut plus la renouveler parce que... Pouvons-nous responsabiliser le citoyen pour déresponsabiliser l'État un peu? Je pense que oui. On est à ce moment-là si on va avoir un retour sur investissement intéressant. Puis au niveau de la responsabilité des citoyens, c'est intéressant parce qu'on le constate aussi à travers les municipalités. Les gens ont de plus en plus d'attentes de cet État-providence-là. Ils payent tellement de frais à travers leurs impôts, à travers leurs taxes municipales, qu'ils s'attendent à avoir des services immédiats, des services toujours adéquats aussi. Donc, ça met une pression énorme sur le système de l'État-providence. Est-ce qu'on est responsable d'avoir créé ça ou c'est le gouvernement en tant que tel, en grossissant de plus en plus, qui est lui-même responsable de ça? C'est toujours tu payes, tu vas avoir un service. Si on payait moins,
puis il y avait moins de services, ben peut-être qu'on se dirait, ben là, je serais prêt à payer plus pour avoir plus de services. Mais là, c'est ce qu'on fait quand on va au privé. Mais quand on va au privé. Mais là, présentement, on a l'impression qu'on paye déjà assez, même trop, mais on n'a pas nécessairement toujours le service qui correspond. Je suis obligé d'arrêter là. Merci beaucoup. Le temps nous manque, comme ils disent. Dernier sujet à aborder, les huées durant l'hymne national américain. Depuis quelque temps, les spectateurs qui assistent à un match de hockey manifestent bruyamment lors de la présentation de l'hymne national américain. On comprend que ça origine des tensions depuis l'arrivée de Trump comme président des États-Unis, qui ne cherche qu'à déstabiliser le Canada sur le plan économique. Alors, ça va être un court sujet, mais on va faire un petit tour de table rapidement. Comment vous interprétez ce geste-là, puis qu'est-ce que vous feriez si vous étiez, mettons, au Centre Bell? J'allais dire au Forum, j'allais trahir mon âge. Les fantômes du Forum. Oui, les fantômes, c'est ça. L'interprétation de ce geste-là, c'est simplement, c'est l'expression de ce que la population pense, puis c'est une réaction par rapport à... Quelque part, c'est notre allié de toujours, les États-Unis. C'est un voisin ami. Mais bon, là, il y a un changement d'administration, il y a des soubresauts et il y a de la provocation. Alors, c'est normal que la population veuille s'exprimer. Huer l'hymne américain, il faut s'entendre, il faut nuancer, dans le sens qu'on c'est plus porté sur l'administration américaine que la population américaine, évidemment, qu'on apprécie et c'est des très bons voisins. Donc, malheureusement, ça arrive, mais je ne suis pas étonné. C'est un contexte. Toi, tu serais tranquille? Ah, j'aurais peut-être eu un petit peu aussi quand même. Là, honnêtement, là, je suis un partisan. J'aime le hockey, puis le format, c'est comme ça. Puis, ben, je pense que je l'aurais fait peut-être une fois, mais pas. Là, c'est terminé. Là. Quelque part, on a fait passer le message, selon moi. On passe à autre chose, puis on va rétablir la relation ou on va équilibrer la relation d'une autre façon. C'est pour ça qu'il va nous faire sortir des tarifs. Marie-André, un petit peu moins. On est dans un point de vue plutôt sympathique de la confrontation entre le match sportif et la situation en ce moment politique, économique avec les États-Unis. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympathique et plutôt très minime là, comme geste là, au niveau de la confrontation. Donc, probablement que si j'étais au Centre Bell aussi, j'aurais aussi eu le réflexe peut-être d'embarquer dans la foule. Si les Russes avaient participé au tournoi, ils auraient été assurément hués aussi. Je veux dire, je pense que ça fait un peu partie. C'était théâtral à la limite. C'est nos nouveaux Russes. Mais tu sais, ceci dit, je trouve ça quand même, c'est un geste, puis tu le fais aussi partisan, tu veux déconcentrer l'adversaire, t'envoies un message. Je trouve ça quand même, pour les gens de l'autre côté de la frontière, c'est sûr qu'eux le voient puis ils se disent, c'est pas un geste très respectueux, puis c'est typiquement pas québécois ou canadien, là, absolument, de faire ça. Mais c'est pas la première fois que ça a été hué, l'hymne national américain, dans un cas comme ça. Par contre, moi, je me dis, dans des situations où on est dans une ligue privée, la Ligue nationale ou des autres ligues de sport, où la majorité des joueurs qui sont là sont tout mélangés, peut-être le moment d'enlever les hymnes nationaux puis de se dire, bien, écoutez, on s'adresse à qui? On fait juste donner une opportunité de lancer des messages. Est-ce que c'est le bon média? Peut-être pas. Attendons les Jeux olympiques, ça sera ça. Là. Bon point. Maman, tu termines. C'est pas un geste que j'apprécie habituellement, mais dans les circonstances, quand on a quelqu'un qui provoque autant et qui, comme président, n'a pas la décence d'avoir un discours respectueux, on ne pourra pas demander aux gens d'avoir un comportement respectueux envers les équipes de ce même pays-là. C'est un geste émotif, puis les gens, actuellement, ils s'expriment sur tout ce qu'ils entendent et sur tout ce qui est véhiculé, principalement par le président des États-Unis. C'est ça. Ils l'ont demandé en plus. Juste avant l'hymne national, ça a été demandé. Ça fait que c'est encore plus viscéral que les gens se sont dit même si tu me le demandes, non, c'est pas vrai que je vais. Non, ça suscite peut-être même plus. Tu me le demandes, non? Ah oui, OK, c'est parfait. On va lever le ton. Lève-toi. Un geste en amène un autre. Fait qu'il y aurait eu 4 délinquants, y compris avec l'animateur 5. Merci. Merci encore à vous 4 pour cette 6e émission déjà. Merci.